Le développement technologique apparaît effectivement comme un problème central de notre époque, pour ne pas dire l'enjeu du XXIe siècle. Après 30 ans d'informatisation du monde, il est temps, je pense, de peser la balance coût-bénéfice de la dite révolution numérique pour finalement se poser les questions suivantes. Qu'a-t-elle apporté? À qui? À quel prix? Et se demander plus généralement, avec ce déferlement technologique, quel choix de société faisons-nous? Est-ce soutenable, maîtrisable, désirable? Alors pour esquisser des éléments de réponse, je vous propose une vision systémique de notre monde connecté et j'ai donc préparé un exposé de 3 quarts d'heure intitulé La technosphère, une impasse pour la biosphère, avec un léger focus sur la guerre des métaux au Congo. Alors j'entends impasse pour la biosphère au sens on va dire, de impasse écologique et impasse humaine, c'est-à-dire impasse pour la planète Terre et ses habitants, divers et variés, au-delà de l'espèce humaine. Alors donc, bah, c'est parti pour un voyage quelque peu douloureux, il est vrai. Et je précise d'ailleurs à ce titre que le passage sur les violences sexuelles au Congo à la fin de l'exposé peut être un peu difficile à entendre. Alors depuis une vingtaine d'années, l'économie numérique repose sur l'exploitation des données personnelles, système fondé sur la négation de la vie privée. Ces données personnelles sont le socle de l'enrichissement des big tech qui leur permettent d'investir dans de multiples domaines. Santé, sécurité, distribution, transport, agriculture, urbanisme, tourisme, etc. Tout devient numérisé. Les secteurs de l'éducation et de l'enseignement n'y échappent pas. Ce pillage des données personnelles est le préalable et la condition de la numérisation tous azimuts. C'est par la connaissance des individus, de leurs profils, l'anticipation de leurs comportements et de leurs idées, de leurs goûts et de leurs désirs, que l'on va créer de nouvelles niches de consommation individualisée et ainsi accroître le champ économique. Plusieurs chercheurs ont décrit le fonctionnement de ce modèle économique. Nix Renissek le qualifie de capitalisme de plateforme. Shoshana Zuboff parle de capitalisme de surveillance. D'autres le nomment économie de l'attention, comme Yves-Marie et Florence Houillot, ou encore de capitalisme algorithmique, à l'instar de Jonathan Martineau et Jonathan Laurent-Folco. Tous expliquent que smartphones et ordinateurs, applications et algorithmes créés par l'industrie numérique le sont dans le but de capter l'attention des utilisateurs, de les accrocher le maximum devant leurs écrans afin de laisser des traces. D'où les systèmes de récompense comme la flamme de Snapchat, la touche like de Facebook, le bouton retweet de Twitter, l'autoplay de YouTube et toutes sortes de notifications et de commentaires gratifiants, cœurs et recommandations personnalisées, alertes visuelles et auditives qui stimulent la dopamine, hormone du plaisir, et captent l'attention. Les données sont récupérées et traitées pour élaborer de nouveaux produits et services ou revendus à des entreprises intéressées. Dans ce contexte, le marché qui devient de plus en plus juteux est celui des enfants, ce qui se traduit par le vol organisé de leurs données à partir de leurs pratiques numériques. Le 15 septembre 2023, TikTok a écopé en Irlande d'une amende de 350 millions d'euros pour violation de la vie privée des enfants. C'est-à-dire que les gadgets technologiques, en s'immisçant dès le berceau, intègrent les tout-petits, partout et tout le temps, à la société de consommation par le bombardement de publicités qui vont d'une part créer des faux besoins et d'autre part les inciter à consommer plus d'écrans et plus de contenu médiatique. Les nouvelles technologies ont ainsi envahi l'école de la maternelle à l'université avec en soubassement idéologique l'idée selon laquelle
les outils numériques favoriseraient les apprentissages. Pourtant, paraissait en 2015 l'étude PISA de l'OCDE, dont je vous cite les conclusions. Malgré les investissements considérables en ordinateurs, connexion Internet et logiciels éducatifs, il y a peu de preuves solides montrant qu'un usage accru des ordinateurs par les élèves conduit à de meilleurs scores en mathématiques et en lecture. Le numérique à l'école n'améliore pas les résultats des élèves. Au contraire, les pays qui ont le plus bas niveau scolaire sont ceux qui utilisent le plus les outils numériques. Fin de citation. En France, le ministère de l'Éducation nationale publie chaque année le nombre d'enfants scolarisés souffrant de handicap. De 2010 à 2018, les troubles de l'apprentissage ont augmenté de 25%, les troubles psychiques de 55% et les troubles de la parole de 95%. Aucune étude n'a démontré que l'absence d'écran affectait la réussite scolaire ou le développement de l'enfant. Par contre, les effets délétères de la surexposition aux écrans sur la jeunesse sont constatés partout et documentés par plus de 4500 études internationales. La liste est longue, en voici un aperçu. Entrave à la maturation cérébrale et au développement neurologique. Régression des capacités intellectuelles et facultés cognitives. Troubles de la communication et de l'oralité. Baisse de la concentration et de l'attention. Et fatalement, affaiblissement des résultats scolaires. De plus, diminution de l'activité physique, entraînant surpoids et obésité juvénile, diabète et problèmes cardiovasculaires. Chute du sommeil à cause de la lumière bleue des écrans qui retarde la sécrétion de la mélatonine, hormone qui régule l'horloge biologique. Pandémie de myopie. Aujourd'hui, 20% des moins de 18 ans et 40% des adultes sont myopes, deux fois plus que dans les années 1970. Une étude de pédiatres britanniques a révélé que des enfants de 6 ans développent une maladie oculaire de senior à cause des écrans. Sur l'aspect social, isolement et solitude. D'après la chercheuse Jeanne Twenge, le nombre d'adolescents voyant un ami une fois par jour a baissé de 40% entre 2000 et 2015. On observe également une dégringolade de deux tiers des temps de discussion en famille sur cette même période. Une autre chercheuse états-unienne, Sherry Turkle, pointe la baisse des connexions entre individus qui nous déshabituent des émotions humaines et entraîne une absence d'empathie, etc., etc. Je pourrais vous lister ce type d'études pendant 3 heures, ce qui aurait peu d'intérêt. Cependant, ou encore, dépendance aux écrans, à l'origine de centres de désintoxication aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Corée du Sud, avec une prise en charge de patients qui présentent les mêmes symptômes cliniques d'addiction aux drogues. Le professeur Daniele Zollino, addictologue suisse, affirme ainsi en 2018, je le cite, aujourd'hui, l'addiction à Internet, véhiculée par les tablettes ou les smartphones, est le motif numéro un des consultations chez les jeunes dans le service d'addictologie des hôpitaux universitaires de Genève devant le cannabis et l'alcool. On retrouve les mêmes changements neurobiologiques que dans l'addiction à l'alcool et à la cocaïne. Or, contrairement à ces drogues, Internet propose des stimuli de manière concentrée, rapide et toujours disponible. En matière de dépendance, c'est beaucoup plus efficace et pernicieux que l'héroïne. Fin de citation. En ce sens, une clinique destinée aux accros à TikTok a ouvert ses portes en Suisse l'année dernière. Au-delà des enjeux éducatifs et pédagogiques, les technologies numériques convoquent des enjeux psychosociaux et sanitaires. Deux exemples à cet égard. Tout d'abord, le cyberharcèlement, devenu un véritable phénomène de masse. D'après l'Organisation mondiale de la santé,
20% des élèves en sont victimes, soit plus de 2 millions d'enfants en France. L'OMS rapporte que un quart d'entre eux sont suicidaires suite aux insultes, photos truquées et autres sextos ou nudes. En Grande-Bretagne, suite au suicide de la jeune Molly Russell, un magistrat a conclu que les algorithmes de Instagram, Snapchat et Twitter ont tellement gavé la jeune de contenu sur l'automutilation et la dépression qu'elle était enfermée dans une bulle mortifère. Une action judiciaire a été lancée contre TikTok pour provocation au suicide suite au décès d'une jeune fille à Marseille, puisque l'algorithme de la plateforme met en avant des vidéos relatives aux troubles alimentaires, à la scarification et au suicide. En octobre dernier, on apprenait que Meta, donc la maison mère de Facebook et Instagram, était poursuivie aux États-Unis pour nuire à la santé psychique des enfants. Lors d'une audition du patron de Facebook au Congrès, un sénateur républicain s'est exprimé ainsi, je le cite, Monsieur Zuckerberg, vous et les entreprises qui sont devant nous, vous avez du sang sur les mains, vous avez un produit qui tue des gens. Fin de citation. De nombreuses plaintes sont ainsi déposées par des parents, des autorités scolaires et désormais des procureurs généraux d'une quarantaine d'États. Deuxième exemple, la cyberpornographie ou pornopandémie. En France, c'est en moyenne à l'âge de 9 ans qu'un enfant est confronté pour la première fois à la pornographie en ligne. Le problème est également que l'industrie du porno a évolué avec des vidéos de plus en plus violentes, extrêmes et dégradantes qui deviennent le modèle de sexualité pour des millions d'adolescents. En septembre 2022, le Sénat a publié un rapport intitulé Porno, l'enfer du décor, constitué de femmes exploitées, de mineurs facilement exposés à des contenus traumatisants et de violences envers les femmes érigées en normes. Les conséquences sur les enfants sont dramatiques. La psychologue Sabine Duflot parle de viol psychique qui conduit à des phobies, cauchemars, hallucinations, angoisses, etc. Parmi d'autres, le député Adrien Taquet a dénoncé la sexualisation précoce et l'hypersexualisation des adolescents, favorisée par des plateformes comme TikTok, qui ont banalisé l'acte sexuel et des pratiques prostitutionnelles, renforçant ainsi les réseaux pédocriminels. On apprenait en juin dernier que des réseaux pédophiles étaient recommandés par les algorithmes d'Instagram. Commandante de police et autrice du livre Derrière l'écran, combattre l'explosion de la pédocriminalité en ligne, Véronique Béchu estime, je la cite, que donner aux enfants des supports numériques équivaut à les mettre seuls dans un parc rempli de délinquants sexuels. En moins d'une minute, des enfants de 8 ans tombent sur des prédateurs sexuels. Fin de citation. Alors, à la suite de lanceurs d'alerte et d'associations, le sujet est désormais pris au sérieux. Des parlementaires ont par exemple publié une tribune dans le journal Le Monde du 10 septembre 2021 intitulée La surexposition des enfants aux écrans pourrait être le mal du siècle. Ce qui va dans le sens des déclarations de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, pour qui, je le cite, les écrans représentent une catastrophe sanitaire et éducative, incitant Emmanuel Macron à créer un groupe d'experts. Suite au rapport accablant rendu par cette commission en avril 2024, le président s'est prononcé pour l'interdiction des téléphones portables au moins de 11 ans. Après l'Italie, la Hongrie ou encore le Brésil, les Pays-Bas ont banni les smartphones dans les écoles. L'Australie a de son côté interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. D'autres pointent le modèle des plateformes numériques et la responsabilité des big tech. Si l'alerte de Frances Haugen a eu quelques échos, le phénomène des repentis du web a commencé il y a plusieurs années. Écoutons-les,
car ils nous fournissent des propositions à la hauteur des enjeux. En particulier, Shamat Palihapitiya, ancien vice-président de Facebook, qui s'exprimait de la sorte le 13 novembre 2017 devant des étudiants. Nous savions tous en notre fort intérieur qu'il y avait des conséquences négatives, que quelque chose de mal pouvait en découler. La gratification en boucle à base de dopamine et les outils que nous avons créés sont en train de détruire la société. Je me sens terriblement coupable. Je n'utilise plus cette merde et j'interdis à mes gosses d'utiliser cette merde. Fin de citation. Pardonnez la vulgarité, elle n'est pas de mon fait. Prenons également en compte les recommandations éducatives et pédagogiques des dirigeants du secteur high-tech. Ils interdisent les réseaux numériques à leurs enfants et les scolarisent dans des écoles très chères, dépourvues d'écran, par crainte des effets néfastes sur leur développement. Les employés de la Silicon Valley paient ainsi à leurs enfants des établissements privés sans objets connectés, écoles sans écran, nommées écoles Laotech. On y trouve les enfants de cadres de chez eBay, Hewlett-Packard et bien d'autres entreprises où tablettes et ordinateurs sont interdits jusqu'à la classe de quatrième. On parle encore d'établissements tech-free sans technologie. Alors, l'ensemble de ces constats est alarmant, pour ne pas dire révoltant, mais ne recouvre qu'une partie du problème, si je puis dire. Les nombreux effets délétères de la consommation des réseaux numériques que je viens d'évoquer sont désormais connus et largement documentés. Liste déjà longue qui doit être complétée si l'on regarde l'ensemble du cycle d'un appareil high-tech, de l'amont à l'aval de cette consommation d'écran. L'industrie numérique relève à ce titre d'un nouveau type d'extraction, celle des données personnelles, qui ne peut se penser sans un extractivisme plus classique de ressources naturelles sur lequel elle repose. C'est-à-dire que l'augmentation de données prélevées augmente inévitablement les infrastructures physiques permettant de les stocker et de les analyser, tout comme elle redouble la demande en matériel informatique. Un seul chiffre en ce sens, 40 smartphones sont vendus chaque seconde dans le monde, 1,5 milliard chaque année. Trois types d'extraction sont en ce sens inséparables. Extraction minière pour la production électronique, extraction de données pour stimuler la consommation numérique et extraction à partir des rebuts technologiques en fin de cycle. L'économie de l'attention est ainsi pieds et mains liée avec d'autres secteurs industriels. Les parallèles ne manquent pas lorsque l'on évoque cette guerre de l'attention que se livrent les GAFAM pour capter le temps de cerveau disponible, données considérées comme le pétrole du XXIe siècle, à l'origine d'une géopolitique des matières premières. L'analogie des données comme or noir est juste et pour cause. Certaines régions du monde sont tellement dotées en métaux précieux que les enjeux économiques provoquent des conflits armés comme au Congo-Kinshasa, en Afrique centrale ou République démocratique du Congo, pays francophone d'environ 100 millions d'habitants, équivalent à plus de 4 fois le territoire français. Depuis presque 30 ans, se déroule une guerre interminable autour de minerais indispensables au secteur numérique, guerre intensifiée depuis novembre 2021, tout juste 4 ans, suite à l'invasion du Rwanda via le groupe rebelle M23, qui fait plus que jamais l'actualité. On parle de minerais de conflit ou de minerais de sang, puisque leur commerce finance des bandes armées responsables de multiples crimes, dont des massacres. Vous connaissez peut-être le coltan, transformé en tantale, qui donne le tantal pour fabriquer les condensateurs, minerai prisé pour sa résistance à la corrosion et à la chaleur,
sans lequel votre smartphone vous exploserait dans la main. Plus de la moitié des réserves mondiales se trouvent dans l'Est congolais. Ou la cassitérite, qui donne l'étain pour les soudures des circuits électroniques et qui contribue avec l'indium à rendre les écrans tactiles. Le wolfram, qui donne le tungstène que l'on retrouve dans la sonnerie et le vibreur, et l'or pour les cartes mères et les circuits imprimés. Quatre métaux de sang présents dans la province du Kivu, auxquels on peut ajouter le germanium pour la technologie Wi-Fi et la fibre optique, le cuivre pour les câbles souterrains et sous-marins, le lithium et le cobalt pour les batteries des téléphones et ordinateurs portables, sans compter celles des voitures électriques. 75% de la production mondiale de cobalt est assurée par le Congo. Autant être clair, nous avons tous du Congo dans nos poches, sur nos bureaux, dans nos voitures et ici même, si je puis dire, pour qu'on puisse échanger à distance. Des multinationales, avec la complicité de dirigeants politiques locaux, pillent sans état d'âme les régions orientales du Congo. Je suis revenu d'un séjour de recherche avec de nombreux rapports décrivant entre autres les conditions épouvantables des enfants travaillant dans les mines, nombre d'enfants estimé à 40 000 d'après l'UNICEF, rien que dans la riche province minière du Katanga. Sans protection, ni casque, ni masque, des enfants âgés de 5 à 15 ans creusent, pieds et mains nus, par forte chaleur ou sous la pluie, et portent des sacs de 20 à 40 kilos. D'autres sont courbés dans l'eau, à tamiser. Tous contractent des maladies respiratoires et des infections pulmonaires à force de respirer des poussières toxiques et des éléments radioactifs. Notre confort technologique se paie au prix de la traite d'enfants, aux actes barbares commis sur eux, à ceux dépourvus d'alimentation et de soins, à leur assassinat à cause de l'appropriation de minerais qui composent les appareils informatiques. En bout de chaîne, la responsabilité des big tech et des consommateurs finaux que nous sommes tous fait peu de doute. En ce sens, dans un rapport de 2016 sur le travail d'enfants au Congo, Amnesty International pointait les firmes suivantes: Dell et HP, Samsung et Huawei, Lenovo et LG, Sony et Vodafone. En 2019, une plainte a été déposée par une organisation de juristes devant un tribunal de Washington contre Google, Microsoft et Tesla, les accusant de complicité de mort d'enfants dans des mines de cobalt congolaises. Le 18 décembre dernier, l'État congolais a porté plainte contre Apple pour pratiques commerciales trompeuses, blanchiment de minerais issus de conflits, recel d'un volé et de crimes de guerre. Je reviendrai sur le Congo un peu plus tard. Alors, de cette extraction criminelle, les minerais sont ensuite acheminés vers les usines de transformation et d'assemblage en Asie du Sud-Est. Plusieurs multinationales sont à nouveau accusées de faire travailler des enfants. Apple, avec Foxconn, principal sous-traitant des entreprises high-tech, surnommée l'usine au suicide au début des années 2010, après que des dizaines de jeunes se soient donné la mort, ne supportant plus des formes d'esclavage moderne, ateliers et chaînes de montage dignes d'un univers de Zola. Les violations du droit du travail et des droits des enfants sont régulièrement dénoncées, opérées par les équipementiers tout au long de la chaîne électronique, révélées par l'organisation China Labor Watch, par exemple l'usine LCE en Chine, joliment nommée l'usine des enfants. La dernière étape du cycle d'un terminal connecté est également dévastatrice. Peu recyclé ni réglementé, le résultat est l'évacuation de déchets électroniques dans certains endroits du globe, véritable dépotoir des pays riches, comme à Agbog-Blochi, bidonville à Accra,
capitale du Ghana, considérée comme le site le plus pollué du monde, où s'entassent smartphones et tablettes, téléviseurs et imprimantes, déversés en provenance d'Europe et des États-Unis. On estime à 60 millions de tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques par an. La majorité transite par des circuits opaques, alimente une économie mafieuse et constitue des décharges immondes dans certains pays pauvres qui polluent air et atmosphère, sol et sous-sol, cours d'eau et nappes phréatiques, tuant les populations à petit feu. Dans un rapport intitulé Enfants et décharges numériques, publié en 2021, l'Organisation mondiale de la santé lançait un cri d'alerte concernant la forte hausse de déchets électroniques, résultat direct de l'obsolescence programmée qui suit le renouvellement effréné des smartphones. Un autre chiffre donne la mesure du péril. Jusqu'à 13 millions de femmes travaillent dans le secteur informel de ces déchets, où elles exposent leur santé et potentiellement celle de leurs futurs enfants aux multiples produits toxiques issus des e-déchets. L'OMS a recensé plus de 1000 substances nocives qui se retrouvent dans les composants électroniques ou par les processus d'extraction des métaux précieux auxquels sont exposés les enfants. Métaux lourds, dioxines, particules fines, etc. Le rapport conclut ainsi, je le cite, en mettant en danger des dizaines de millions d'enfants et de femmes en âge de procréer, l'élimination inappropriée des déchets électroniques menace la santé et les capacités des futures générations. Fin de citation. Alors, de façon générale, si l'on prend en compte le fait que tous ces appareils nécessitent une quantité démesurée d'énergie, de ressources naturelles et d'eau, et si l'on ajoute à ce désastre écologique et sanitaire les infrastructures lourdes nécessaires au fonctionnement des terminaux, c'est à un concept mensonger qu'il faut absolument tordre le cou, à savoir la fameuse dématérialisation, l'une des idéologies les plus puissantes du capitalisme contemporain, au même titre d'ailleurs que le terme transition. Au contraire, avec le numérique, nous édifions une infrastructure qui sera bientôt la chose la plus vaste construite par l'espèce humaine. Comme l'écrit l'agence gouvernementale l'ADEME, je la cite, plus on dématérialise, plus on utilise de matière. C'est sans compter sur d'autres composantes matérielles du numérique, à savoir les réseaux fixes et mobiles pour connecter ces milliards d'objets entre eux, également constitués par des matières premières qu'il faut produire et faire fonctionner. Les box, les routeurs et les raccordeurs, les antennes relais et les satellites, la fibre optique, les câbles sous-marins et souterrains. Actuellement, 1,2 million de circuits optiques sont déposés au fond des mers, soit 30 fois la circonférence de la Terre, qui détruisent les écosystèmes marins et leurs habitants. Et puis, il y a les serveurs et les data centers qui stockent et traitent les données. Derrière tous ces bâtiments, ce sont du béton, de l'acier et du verre qui intensifient la pression foncière en engloutissant des dizaines de milliers d'hectares de terre, comme les entrepôts Amazon, terre pourtant indispensable à la production agricole et à la subsistance alimentaire du plus grand nombre. En outre, ce qu'on appelle joliment le cloud ou le big data est de plus en plus énergivore. Pour les faire fonctionner 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ils réclament toujours plus d'électricité, c'est-à-dire, selon les mix énergétiques, du charbon, du pétrole, du nucléaire et les énergies dites renouvelables, éolien
et solaire qui reposent sur une extraction de métaux tout autant destructrice. Le numérique se révèle être un émetteur conséquent de gaz à effet de serre, de fait contributeur au réchauffement climatique, responsable d'environ 4% de l'empreinte carbone mondiale, déjà plus que le trafic aérien. Un récent rapport de Greenpeace estime que l'intelligence artificielle pourrait entraîner une hausse de 80% des émissions mondiales de CO2. Je regarde le temps, mais je crois qu'on est pas mal. Le numérique va ainsi accentuer le saccage de la planète à mesure de son développement. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'objets connectés d'ici à 2030. La technologie 5G accélère cette tendance sans débat démocratique et au mépris des personnes électro-hypersensibles, au moins 5 millions de personnes en France qui vivent un enfer quotidien. Les lobbies des télécoms répandent d'ailleurs le doute quant à la nocivité des radiofréquences sur les êtres humains et le vivant en général. Santé publique France a pourtant révélé une augmentation des cas de glioblastome, cancer incurable du cerveau, entre 1990 et 2018, hausse qui coïncide avec la généralisation des téléphones portables. Nombre d'études internationales font également consensus sur leur contribution à l'effondrement de la biodiversité. 190 d'entre elles montrent par exemple que les abeilles et les insectes sont perturbés par les champs électromagnétiques. Et puisque la destruction de la planète ne suffit pas à l'ogre numérique, c'est désormais l'extraterrestre qui est attaqué. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, et d'autres veulent coloniser le ciel afin de généraliser la connexion dans les moindres recoins de la planète. Bien que les météorologues et les astronomes lancent des cris d'alarme contre la destruction de l'espace en cours, avec l'invasion de méga-constellations satellitaires, civiles et militaires. Des scientifiques cherchent à nettoyer le ciel de ces poubelles, soit une centaine de millions de débris spatiaux, morceaux de fusées, carcasses de métal, satellites obsolètes. Mais les puissances mondiales se jettent toutes tête baissée dans cette course à l'Internet spatial. Chine, Russie, Union européenne et bien sûr États-Unis avec Elon Musk, dont 6 500 satellites sur 7 500 qui évoluent dans l'orbite terrestre appartiennent à Starlink de SpaceX. Monsieur Musk, pardon, prévoit d'en lancer 60 000 à partir de 2030. Les projections sont inquiétantes à tous les niveaux. Le numérique représentera 10% de l'empreinte carbone d'ici 2030 à cette allure, ce qu'il faut absolument expliquer à la dite génération climat et à l'ensemble de la population qui utilise massivement les outils connectés sans prendre la mesure de la pollution numérique. La géologue Aurore Stéphan rappelle, je la cite, que c'est un mensonge de laisser croire aux jeunes qu'ils vivront dans un monde virtuel et davantage connecté. Plus ils seront entourés d'écrans, plus il y aura de déchets miniers et d'eau contaminée. D'ailleurs, les guerres de l'eau ont déjà commencé. Les centres de données avec leur système de climatisation figurent dans le top 10 des industries consommatrices d'eau, jusqu'à récemment faire craindre des pénuries d'eau potable en Hollande et en Irlande. La multiplication des data centers pour l'IA générative va faire exploser cette consommation mondiale d'eau. Selon la base de données Negaoctet, il n'y a aucun autre objet fabriqué par l'être humain qui nécessite autant d'eau que les puces électroniques, à savoir 36 millilitres d'eau en moyenne pour un microprocesseur de 4 grammes. Raison de manifestation contre des fabricants de puces qui s'accaparent toute l'eau dans la région de Grenoble, en France. À l'heure où poser 25 questions à ChatGPT coûte un demi-litre d'eau,
boire ou se connecter, il va falloir choisir. Cette pression sur les ressources non renouvelables rend inéluctable l'épuisement de certains minerais. L'industrie numérique consomme déjà 90% de la production mondiale de germanium, les deux tiers de tantal ou encore 10% du cuivre. La Smart City ou le métaverse s'inscrivent dans cette impasse, par exemple avec la construction de casques de réalité virtuelle à base de terres rares. Un smartphone constitué d'une cinquantaine de métaux est par définition destructeur avant même son utilisation. Il doit donc être abandonné au plus vite. Dans tous les cas, il ne pourra bientôt plus être produit, puisque d'après l'expert Frédéric Bordage, je le cite, au rythme actuel, il nous reste moins de 30 ans de numérique devant nous. Fin de citation. L'OCDE prévoit que notre consommation métallique devrait passer de 8 à 20 milliards de tonnes en 2060, ce qui fait dire au spécialiste Philippe Biwix, je le cite à son tour, que l'on s'apprête à extraire de la croûte terrestre plus de métaux en une génération que pendant toute l'histoire de l'humanité. Fin de citation. Extraction qui concerne davantage les nouvelles technologies pour la transition énergétique et numérique, ainsi que pour l'industrie de l'espace et de l'armement. Les conflits du XXIe siècle seront donc des guerres de métaux. Comme en Ukraine, les États-Unis discutent actuellement d'un partenariat sur les minerais avec le gouvernement congolais, dans le cadre d'un accord de paix entre le Congo et le Rwanda, doté d'un fort volet économique et minier. Si l'on revient sur cette guerre des métaux au Congo, on peut affirmer que le tsunami numérique a engendré une nouvelle forme de barbarie moderne, car depuis le milieu des années 1990, la tragédie congolaise, déterminée par l'informatisation du monde, se mesure ainsi. Du point de vue écologique, des vallées entières transformées en cratères géants, des collines lacérées et déboisées, et la savane éventrée par l'activité minière, des cours d'eau intoxiqués par celle-ci sur des dizaines de kilomètres où il n'y a plus de vie aquatique du fait de la présence de mercure et d'arsenic. Extraction minière, également responsable d'une vaste déforestation. 500 000 hectares disparaissent chaque année de la forêt congolaise, premier poumon mondial vital pour faire face au dérèglement climatique. Des parcs et des réserves naturelles occupés par des mineurs et des milices armées qui abritent des espèces menacées, okapis, éléphants, hippopotames, rhinocéros, grands singes, gorilles des montagnes, toutes exterminées, et des terres fertiles devenues incultivables, perdues pour l'agriculture et l'élevage. Et concernant le bilan humain, nous sommes face au conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a fait plusieurs millions de morts, même si les chiffres sont discutés, 4 millions de réfugiés, 7 millions de déplacés et 27 millions de personnes en situation de malnutrition aiguë, pour ne pas dire de quasi-famine. À cela, faut-il ajouter des dizaines de milliers de creuseurs meurtris dans les mines, des centaines de milliers de femmes victimes de violences sexuelles et de mutilations génitales, avec le viol comme arme de guerre pour s'approprier les minerais de l'Est du Congo. À l'hôpital de Denis Mukwege, dans la province du Kivu, où j'ai pu m'entretenir avec son équipe médicale, le lien entre les viols d'enfants et le minerai de coltan lui fait dire que chaque coup de téléphone porte la trace d'un viol. Voici comment l'exprime le docteur congolais à l'occasion de son prix Nobel de la paix en 2018, qui m'a fait l'honneur d'une préface au livre que j'ai publié. Je le cite. L'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et autres minerais stratégiques,
alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte au Congo. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minerais qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par de jeunes enfants, victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, réfléchissez au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire est d'insister pour que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grand-mères, et aussi les hommes et les garçons sont violés de façon cruelle, souvent en public et en collectif, en insérant du plastique brûlant ou en introduisant des objets contendants dans leurs parties génitales. Le peuple congolais est humilié et massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, plus personne ne peut dire ⁇ Je ne savais pas ⁇ Fin de citation. Les big tech ont besoin de territoires comme le Congo pour leurs projets d'extraction qui ne sont plus seulement sous terre, mais aussi sous-marins, sous les pôles arctiques et antarctiques, et pourquoi pas sur les astéroïdes, sur la Lune ou sur les autres planètes. Elles renouent ainsi avec l'imaginaire des découvertes et des explorations des conquistadors et des colons. Le brise technologique intensifie la croissance et la production de marchandises, synonyme de destruction de la planète, avec pour horizon le franchissement des limites planétaires et l'extinction de l'espèce humaine. Le Congo en constitue l'un de leurs champs d'expérimentation des plus cruels. Aux territoires sacrifiés par et pour cette religion du progrès s'y adjoignent des populations sacrifiées. Pensons par exemple à ces millions de petites mains invisibles de l'IA, nettoyeurs du web et autres travailleurs du clic, également dans les pays du Sud, autre forme néocoloniale qui concerne, d'après le sociologue Antonio Casilli, entre 150 et 430 millions de data workers dans le monde, par exemple au Kenya ou à Madagascar. Déplorables conditions de travail relatées dans le documentaire justement nommé Les sacrifiés de l'IA. L'avenir est donc, comme on le voit en Ukraine ou au Congo, aux guerres de ressources. Et la sécurisation de ces ressources risque d'être gérée par des gouvernements autoritaires. Autrement dit, la sixième extermination de masse en cours, conséquence de l'Anthropocène, est jour après jour administrée par un nouveau régime politique diffus et multiforme qui s'apparente à un techno-totalitarisme mondialisé. Le philosophe Max Horkheimer prévenait que celui ou celle, je le cite, qui ne veut pas entendre parler de capitalisme devrait aussi se taire sur le fascisme. Fin de citation, sachant qu'aujourd'hui, les big tech alimentent l'un et l'autre jusqu'à les faire fusionner. En ce sens, la haine est devenue le carburant du profit économique. Ancien responsable chez Google, Tristan Harris explique, je le cite, ce phénomène de programmation de la haine par la structure même de ces plateformes et de leur modèle économique. Personnalisation et manipulation psychologique, influence par les algorithmes et interfaces addictives transforment chaque clic en argent. Les réseaux numériques fragilisent en toute connaissance de cause la santé psychique de leurs abonnés, stimulent les opinions extrémistes et les pulsions destructrices. On a tragiquement pu le vérifier en Birmanie suite au massacre de Rohingyas, dont la responsabilité de Facebook dans la propagation de la haine envers cette communauté musulmane
a été qualifiée par l'ONU de déterminante. Plus récemment, Facebook et Twitter ont été pointés du doigt quant à leur responsabilité vis-à-vis de la propagation de la violence ethnique en Éthiopie. C'est sans compter sur l'antisémitisme qui prolifère sur ce type de réseau, en particulier TikTok, dont le rôle dans la propagation de thèses conspirationnistes et d'infâmes images détournées d'Auschwitz a été exposé par le documentaire Les nouveaux habits des antisémites. Par ailleurs, les élans identitaires et xénophobes qui ont émergé ces dernières années dans les quatre coins du globe sont attisés et relayés par les plateformes numériques. La journaliste brésilienne Patricia Campos Melo a réalisé une remarquable enquête montrant comment la désinformation en ligne a contribué à l'arrivée au pouvoir de ce qu'elle nomme des technopopulistes, pour ne pas dire des technofascistes. Bolsonaro au Brésil, Salvini en Italie, Modi en Inde, Orban en Hongrie, Duterte aux Philippines et Trump aux États-Unis, accompagnés des patrons de la tech. Tous ont accédé au pouvoir avec l'utilisation de ces réseaux de la haine. D'après David Chavalarias, chercheur au CNRS, je le cite, les techniques de manipulation sont majoritairement utilisées par des comptes rattachés à l'extrême droite. Les réseaux sociaux sont à l'origine d'une polarisation des débats avec une disparition des positions nuancées. À partir du moment où vous perdez confiance dans vos institutions et dans l'idée de la démocratie, vous favorisez la montée des fascismes et de l'État totalitaire. Fin de citation. Ce déluge de fake news, falsifications, images truquées rend de plus en plus poreuses les frontières entre réel et virtuel, concret et abstrait, vérité et mensonge, non sans faire écho à la philosophe Hannah Arendt, pour qui, je la cite, le sujet idéal de la domination totalitaire n'est ni le nazi convaincu, ni le communiste convaincu, mais celui pour qui les distinctions entre fait et fiction et entre vrai et faux n'existent plus. Fin de citation. En d'autres termes, technosphère et fachosphère ne font plus qu'un. Il est ainsi urgent de réaliser que sur les réseaux asociaux, les extrêmes droites sont chez elles, comme le suggère Mathieu Amiec et deux de ses collègues que j'ai pas noté le nom ici, je vous les redonnerai après, pardon, dans un appel à quitter tous ces réseaux. Les règles algorithmiques des plateformes favorisent la simplification des questions, la brutalité des propos et le fonctionnement en meute. C'est ce qu'ont compris les services de renseignement russes, les terroristes de l'État islamique, puis un nombre croissant d'idéologues d'extrême droite, européens et américains. Les conditions de production de nouvelles formes totalitaires sont ainsi promues au sein des réseaux numériques et par leur fonctionnement même. Tous les éléments propices au développement de comportements totalitaires décrits par Arendt, à savoir l'isolement au travail et dans la vie quotidienne, la perte du monde commun dans une société de masse, ou encore le brouillage des faits dans l'affrontement des propagandes, se retrouvent en pire dans notre monde connecté. Nous ne pouvons et nous ne devons plus attendre pour en tirer les conséquences. Il en va de notre responsabilité individuelle et collective. Pour conclure, si la critique de la technique est devenue une affaire de courage civique, comme l'écrivait Gunther Anders dès les années 1950, on peut également soutenir, avec le philosophe Cornelius Castoriadis, je le cite, qu'une société qui se poserait la question de la transformation consciente de sa technologie connaîtrait une révolution totale sans précédent dans l'histoire. Eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Très bien, merci.
Je ne vous cache pas que nous ne sommes pas très habitués à avoir des présentations aussi technocritiques vis-à-vis du numérique aussi critique, mais c'est très documenté, très riche et puis c'est important pour nous. Ça nous aide à faire le point sur l'extractivisme et ses atrocités, entre autres, qui Oui. arrivent peut-être trop souvent dans l'angle mort des réflexions sur le numérique responsable et durable, auxquelles on a envie de mettre beaucoup de guillemets après vous avoir entendu. Euh, et puis, je vous remercie aussi parce que votre présentation nous prouve que il est toujours possible de faire des conférences très vivantes sans PowerPoint. C'est devenu une rareté. Bon, merci, c'est ce que j'essaie. Merci. Donc, nous allons profiter, il nous reste 35 minutes Ouais, environ, pour ouvrir la discussion au chat. Donc, n'hésitez pas à lever la main, poser, écrire dans le chat. Je vais peut-être commencer parce que je vois qu'il n'y a pas encore de main levée. Alors, naturellement, je pense que je ne suis pas le seul, mais je me pose un petit peu une question existentielle là, après votre présentation, et puis après avoir lu votre livre. Comme membre de cet axe de recherche sur la sobriété numérique, est-ce qu'il est toujours possible de parler de sobriété numérique après avoir décrit toutes les destructions que vous avez décrites? Parce que je ne vois pas comment on pourrait justifier un besoin d'utiliser une technologie si la satisfaction de ce besoin trouve sa condition dans ce que vous appelez la barbarie numérique et que vous décrivez sous de multiples aspects et très précisément. Et donc, je sais que c'est une conversation que nous avons avec plusieurs collègues de l'Axe depuis sa création, et j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. Et est-ce que, selon vous, il serait possible d'avoir un jour le numérique sans la barbarie, d'une certaine façon? alors, bah c'est dense, effectivement, et c'est pas évident à répondre. J'aurais pas la prétention de pouvoir solutionner ou rédiger un programme politique pour sortir de ce bourbier numérique. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, je pense que quand on essaie un petit peu de conscientiser ces différents impacts sociétaux, hein, comme le titre votre laboratoire, et c'est salvateur, on voit bien que c'est aussi pour ça que j'ai utilisé le terme d'impasse. Et déjà, on peut peut-être se pencher sur la question des mots, du langage et ce qui va avec, du récit et finalement de l'imaginaire qui va avec. Et c'est vrai que depuis le début, depuis 20-25 ans, on a vraiment tout un univers langagier qui fait que on est éloigné finalement du réel. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus poussé, non pas seulement derrière un écran, vers une vie virtuelle, virtualisée, je ne sais quoi, mais aussi à travers, comme je vous le disais, ce terme de dématérialisation, ce terme de cloud, ce terme d'économie matérielle, d'informatique en nuage. On est quand même sur une invisibilisation de cette production électronique et finalement des conditions de production de ce monde dit virtualisé dans lequel on vit concrètement. Donc je pense que c'est vrai que le terme sobriété numérique qui vient aussi en réponse progressivement à, à- à- à cette prise de conscience qu'il y a quand même une impasse, ou en tout cas il y a des dégâts et des impacts considérables. Mais c'est vrai que je pense qu'il n'est pas satisfaisant. Il y a des termes aussi comme informatique responsable. Il y a même maintenant, je crois que j'ai vu passer des termes comme numérique durable. Bon, en tout cas, on voit bien, c'est intéressant dans le sens où sans doute qu'on pense, ou en tout cas on commence à avoir conscience du niveau de destructivité qui est inouï, et je pense qu'on n'en est qu'au début. Euh, bon voilà, donc avant tout, et c'est vrai que ça rejoint votre question un peu la question du que faire, et elle est légitime, et on se la pose tout le temps, et je sais que souvent, la plupart du temps, après une conférence, où c'est ce qu'on me demande, mais je pense qu'il faut vraiment bien saisir cette matérialité. Il y a plusieurs choses et à tous les niveaux. Et aussi saisir que finalement, se demander si on peut avoir un numérique non barbare ou avoir un numérique soutenable ou durable ou je ne sais quoi, c'est évidemment, même si ça répond pas à la question et c'est pas du tout botté en touche, mais ça renvoie plus généralement à un mode de production, à un système industriel, à une histoire aussi. Et c'est pour ça que c'est cette démarche que j'ai fait dans le Congo, c'est de montrer que finalement, tout notre confort matériel, technologique, dans les pays du Nord, mais aussi quand il existe, en tout cas dans les pays du Sud, est tributaire d'une histoire de relations internationales,
d'une économie mondialisée. Le numérique l'a renouvelé, étendu, et on est sur des bases, mais vraiment intrinsèquement, historiquement, inégales, injustes. Et je pense que si on veut penser un autre numérique, il va vraiment falloir le relier au modèle économique. Moi, je parle souvent du numérique comme d'un nouveau stade technologique, finalement, du capitalisme mondialisé. Donc c'est difficile, il faut pouvoir à la fois se saisir des macrosystèmes techniques, d'une vue d'ensemble, et évidemment après aussi ne pas se défausser et sans doute évaluer chaque technologie, puisqu'évidemment l'idée, bien que certains voudraient nous catégoriser dans cette catégorie de gens, l'idée n'est pas d'être technophobe ou ça n'a aucun sens, mais c'est de penser d'une part la technologie dans sa globalité, sa systémacité aujourd'hui, spécifique au numérique, et ensuite, sans doute, de penser tout simplement d'évaluer toutes les technologies. Est-ce qu'elles sont bonnes? Quels apports elles ont? À quel désir, ou plutôt à quel besoin aussi elles répondent? C'est aussi, d'ailleurs, ça me fait penser puis après je vais arrêter parce que sinon je parle trop longtemps, mais je pense aussi que avant de se dire si on veut un numérique enfin, voilà, soutenable, responsable, etc., posons-nous la question, puisqu'on se la pose presque plus. En fait, cette numérique aussi, cette question voile ou masque la question simple qui est quand même de se poser, est-ce que ce numérique répond ou participe à la définition et à la réalisation des besoins essentiels, fondamentaux, qui permettent à tout un chacun de vivre quand même dans une certaine forme de dignité? Est-ce que le numérique participe ou va dans le sens de faire en sorte que le plus grand nombre puisse se nourrir, se vêtir, se loger? Enfin, c'est terrible parce qu'on est en 2025 et je trouve qu'on a aussi tout ce terme aussi à capter, à enfermer aussi le terme de progrès. Et il serait plus possible de penser le progrès, mais le progrès de la société, le progrès de la civilisation, sans penser ce développement technologique, qui est pourtant mortifère et destructeur. Donc je pense que déjà, avant d'avoir des propositions concrètes, je pense qu'il faudra insister sur, comme je disais, sur ces imaginaires, sortir de ces imaginaires qui vont être le numérique, à savoir que le progrès technologique serait nécessairement synonyme de progrès humain et social. Et moi, je pense que déjà, ce que je fais avec beaucoup d'étudiants, commençons par ça. Il faut dissocier, et là, le numérique, on le savait déjà à travers le 20e et le 19e siècle, entre progrès technologique et progrès humain ou social. Voilà, entamons la discussion. Mais bon, vous imaginez bien que voilà, votre réponse embrasse tellement votre question, pardon, embrasse tellement de directions de questions que peut-être que on pourra creuser un peu avec les questions suivantes parce que voilà, sinon je vais comment dire, focaliser enfin, je vais prendre toute la parole, quoi. Merci beaucoup pour votre réponse. Juste avant de passer la parole à Julien Robitaille, je vais juste lire un commentaire de Martin Deron dans le clavardage qui réagit en fait sur cette question aussi. D'autres alternatives terminologiques plus critiques vont en ce sens. Numérique acceptable. Mm. Il y a un lien vers le site de Louis Dérac. Numérique d'intérêt Oui. général également. Ou désescalade numérique. Je crois que vous utilisez l'expression dénumérisation, il me semble me souvenir dans votre livre. Qu'est-ce que vous pensez de ces termes de Martin Deron? Puis ensuite, on ira vers Julien Robitaille. Oui, oui, non, mais je pense que ça s'inscrit. Effectivement, je connais un petit peu les écrits de Louis Derac, et effectivement, les numériques d'intérêt général, numérique, le premier, je ne sais plus, vous avez cité, pas peut-être durable. Acceptable. Pardon? Acceptable. Oui, acceptable. Non, mais bien sûr que je pense que c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, c'est pas inintéressant puisque souvent, c'est aussi pensé par des gens qui viennent aussi, alors pas tous, hein, mais pour la plupart aussi du milieu de la tech ou de l'informatique. Et donc, je pense qu'il faut pas oublier que, parce que c'est vrai que souvent, quand je fais ma présentation, encore une fois, il y a les big tech, mais il y a des ingénieurs, il y a des concepteurs, mais qui ne sont pas les seuls. Ce sont les dominants, c'est ceux qui ont imposé le numérique qu'on a actuellement. Mais sans doute que, et c'est une des propositions, s'allier, discuter, se contredire, débattre, etc., avec aussi toutes ces personnes qui constituent ce qu'on appelle un peu le milieu du logiciel libre, de toute une alternative un peu informatique, y compris même, pourquoi pas, sur des productions de téléphones diétiques, je pense à Fairphone. Bon, voilà, donc ça, c'est aussi des pistes très concrètes, y compris commerciales, industrielles, mais qui ont quand même une réflexion éthique et donc voilà, vont essayer, voilà,
saisissent bien qu'il faut, pour faire un pas de côté, pour changer un peu la trajectoire, ça va aussi par ça. Mais sans doute que, bon voilà, encore une fois, je pense que le risque peut-être de ces expressions, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça nous enferme un peu ça enferme le débat ou ça nous enferme comment dire, dans le problème en fait dans lequel on est. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir le numérique de l'aspect seulement technique. Voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que le risque, y compris de ces expressions et de ces réalisations concrètes, matérielles, c'est qu'on tombe aussi dans des formes de technosolutionnisme, quoi. Donc, faut toujours avoir l'idée, et moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que il faut politiser la question technologique, et pour ça, effectivement, parler de dénumérisation ou désescalade, c'est bien comprendre que il va falloir moins de technologie et sans doute conçu différemment, avec moins de puissance, parce que derrière, ce sont moins de métaux, moins de ressources hydrauliques, énergétiques et ce qui va avec, quoi. Merci. Julien Robitaille? Alors, Alors moi, on je l'entends pas, n'entend je sais pas. pas. Ouais. Bonjour, est-ce que vous me parlez, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. bonjour. Merci beaucoup d'ailleurs de cette présentation super, super éclairante. Je voudrais peut-être continuer dans ce que Alexandre avait mentionné au début. Euh, je proviens d'un milieu océanographique, donc je suis quand même en contact beaucoup avec la communauté scientifique qui étudie en fait l'environnement, où les enjeux environnementaux et sociaux sont très présents dans les objectifs de recherche. On parle des changements climatiques et autres limites planétaires aussi. Quand on discute avec ces chercheurs-là ou avec les étudiants, étudiantes, on remarque quand même que les solutions proposées à plusieurs de ces enjeux-là que vous avez discutés, ça tourne souvent autour de l'utilisation du numérique pour le bien. Euh, donc, ça tend beaucoup vers l'innovation verte, vers la réappropriation des technologies pour les utiliser éthiquement, et beaucoup moins vers la sobriété numérique et encore moins vers la désescalade, comme on en a parlé. Donc, j'ai comme l'impression que même dans ces milieux académiques qui sont assez éclairés sur ces enjeux-là, euh, ben, la discussion que vous amenez aujourd'hui est pas du tout présente dans la sphère, dans cette sphère-là. Et je voulais savoir un peu comment vous percevez ça, puis comment le milieu académique ou scientifique ou autre devrait se positionner pour un peu éviter l'incohérence qu'il y a entre les objectifs finaux, justement, les objectifs proclamés, justement, du monde scientifique environnemental, et finalement, mais la façon d'y arriver qui pourrait se tendre vers le technosolutionnisme. Donc, Mm. j'ai pas nécessairement de je sais pas je sais pas à quel point c'est une question qui est, je sais pas de trouver justement, de vous demander c'est quoi la solution, mais j'ai aussi souvent ce conflit interne-là. Donc, je veux savoir à peu près qu'est-ce que vous pourriez répondre justement à une communauté académique là, qui se posera ces questions-là, puis où se positionner dans tout ça, là. C'est sûr que, merci pour votre question, je pense que moi, ce que j'aime bien amener, si je puis dire, c'est que il va falloir aussi penser à côté ou contre soi-même. Enfin, quand je parle de la communauté informatique, enfin, au bout d'un moment, il faut être clair, et c'est ce que je dis aussi à la fin du livre, euh, c'est que même si ça peut paraître choquant ou irréaliste ou utopiste, mais il va falloir penser sérieusement à l'arrêt ou au minimum à l'interruption de cette production électronique complètement folle. Et c'est vrai que je pense que le problème, c'est qu'avant qu'on puisse prétendre à proposer des solutions, des pas de côté, tant qu'on n'a pas conscience vraiment de cette destruction et notamment de cette barbarie en Afrique centrale, qui malheureusement, je crains, pourrait s'étendre dans d'autres endroits ou d'autres territoires à mesure, par exemple, du développement de l'IA, qui n'est qu'une intensification et un niveau de degré de production de technologies numériques, d'infrastructures digitales, etc., qui ne va faire que redoubler cette nature belligène, guerrière, économique. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, moi je dis ok, c'est intéressant, très bien, on pense un peu l'informatique autrement, on a des outils avec moins de métaux,
Mais en fait, c'est des questions plus... ou alors, faut aller vers ça, c'est-à-dire sans doute aller vers des questionnements plus anthropologiques. Et je reviens aussi de, de revenir à cette question de la définition des besoins et de la place de l'objet dans le quotidien, dans les sociétés, des techniques. Et là, enfin, je pense que quand on a saisi cette impossibilité, cette impasse, il faut réellement, bah, c'est pour ça, moi je pense, promouvoir des formes de déconnexion et à terme, qu'on puisse même garantir des espaces, des temps où le numérique, où la technologie n'est pas là. Et parce que ça pose aussi quand même la question de nous, êtres humains, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Quel est le sens de l'existence? Quand on voit l'IA actuelle, vers quoi elle tend, à savoir de plus en plus s'accaparer des activités humaines, des activités intellectuelles, cognitives, on est quand même en train de déléguer toute une part de notre humanité jusqu'à ce qui quand même nous particularise, nous singularise, nous êtres humains, c'est le langage et la parole, pris en charge par des algorithmes. Bon, donc vous voyez que tant qu'on ne pose pas ces questions radicales, fondamentales, effectivement, je pense que voilà, les alternatives techniques et informatiques bon, sont insuffisantes, hein. Je pense qu'il faut, même si ça peut paraître un peu dur, il faut le dire. Donc on revient sur cette question des imaginaires. Faire société, les rapports humains et sociaux, évidemment, c'est pas dire qu'il faut plus du tout de technologie, mais quand on évalue le bilan coût-bénéfice, il faut sortir de ce monde connecté. Il faut prendre une autre direction radicale. Mais évidemment, quand on voit la complexité, la mondialisation, le nombre de métaux, tout ce qu'on veut, la tâche est rude. Mais bon, soyons ambitieux et essayons d'être à la hauteur de cette tâche. Alors, je vais y aller avec ma question en attendant pour laisser le temps à tout le monde de réfléchir et peut-être rester sur le milieu universitaire. Ça m'a rappelé en fait un paragraphe d'Alain Deneau, mais vous y avez peut-être un peu fait référence dans votre présentation, mais d'Alain Deneau dans sa préface à votre livre. Si vous voulez, je vous la lis et puis j'aurai une petite question après. Ouais. Euh, alors, Alain Deneau écrit: très souvent mus par la foi du charbonnier, les universitaires se sont vautrés dans ce régime informatique sans se questionner, pour la plupart, sur les conditions d'élaboration de ces infrastructures. En amont, lorsqu'il s'agit pour d'infortunés adultes et d'enfants d'aller, pieds et mains nus, gratter d'infimes quantités de minerais dans de sombres galeries, ou en aval, lorsqu'on retourne à ces mêmes populations nos appareils en fin de vie, de façon à s'assurer qu'ils y périssent comme déchets. On est plutôt là encore contraint de reconnaître la pertinence de l'observation de Chris Hedges. Les universitaires sont partout au cœur des cercles produisant les problèmes les plus graves de la société. Et bon, euh, pour être fair-play quand même, il y a des universitaires technocritiques comme vous et bien d'autres. Mais bon, je pense que Alain Deneau le reconnaîtrait volontiers. Mais cela dit, j'ai quand même le sentiment qu'il met le doigt sur un enjeu qui est peut-être la prise du technosolutionnisme dans l'université, et puis peut-être la force rhétorique des universitaires pour promouvoir une certaine économie de la promesse, ne serait-ce que quand on vend un projet de recherche, on est obligé de montrer un peu son utilité sociale, et nécessairement quand on est peut-être chercheur dans certains domaines très technologiques, on peut verser facilement dans technosocialisme sans trop s'en rendre compte. Et ma question, ce serait à ce moment-là, quelle est selon vous la responsabilité historique des universitaires dans la barbarie numérique? Si je répondais de façon spontanée, elle est énorme. Je pense que, et c'est une très bonne question, puis ça permet aussi de poser c'est des questions aussi épistémologiques, mais la place de l'université des universitaires, c'est évident que, en fait, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Alors, c'est vrai que bah, déjà, j'étais aussi très honoré d'avoir cette préface d'Alain Deneau, parce que j'aime beaucoup ses écrits et ce qu'il fait. Et son discours. Et si on connaît un peu son parcours, on comprend que c'est pas simple de pouvoir à la fois être au sein de l'institution universitaire et d'avoir un discours aussi radical, mais aussi solide, argumenté, etc. Je vais peut-être répondre par plusieurs entrées, mais ce que vous me dites, ça me fait penser aussi, mais ça va ensemble et c'est intéressant, même si c'est sans doute encore trop petit, mais il faut bien commencer de quelque part, à un petit peu ce mouvement ou ces mouvements de déserteurs,
de scientifiques aussi qui s'intègrent un peu qui prennent part à ce mouvement de désertion et qui font souvent référence au fameux mathématicien Grothendieck qui posait la question des 70, faut-il arrêter la recherche scientifique? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et d'ailleurs il faisait référence aux recherches qui ont abouti au nucléaire et donc à la possibilité pour l'humanité de s'auto-exterminer. C'est vrai que c'est quand même pas rien, ça devrait poser des questions. Et à ce titre, on ne peut que lire Gunther Anders, qui moi, voilà, m'enrichit toujours suite à ces lectures. Et donc, on en est là. Je pense que on sait très bien que malheureusement, les milieux de l'armée ou le complexe militaro-industriel, l'armée et avec les scientifiques, les ingénieurs, sont souvent ensemble et sont souvent le cœur des innovations, des nouveautés et orientent finalement les trajectoires technologiques de nos sociétés. Donc il y a effectivement, alors qu'on se dit et qu'on prétend qu'on est le lieu de l'espace critique, du développement de la pensée critique, et encore, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais je suis universitaire, mais ma place n'est pas si simple au sein de l'université. C'est peu de le dire. Mais bon, voilà, il y a effectivement, il y a un impensé, ce qui est quand même fou quand on parle de l'université. Et je pense, une fascination qui est aussi plus globale, plus générale, plus sociétale. Moi, je pense des fois, on pourrait critiquer une forme de religiosité, mais moi, c'est même du fanatisme technologique, en fait, qui n'est pas du tout conscientisé, qui est très positivé. Et je pense aussi il est risqué, d'une certaine façon, en tout cas pour sa place, pour des promotions, pour je ne sais quoi, pour des postes au sein de l'université, d'engager des recherches critiques, radicalement critiques, technocritiques, sur le numérique. Donc oui, je pense qu'à ce titre, pour circuler dans plusieurs universités, pour intervenir, faire des conférences dans plus d'une, quand même, en tout cas, moi je parle de la France, de ce que je connais le mieux, et d'ici où je suis à Nantes, il est quand même étonnant de voir aussi peu finalement de programmes, mais y compris d'enseignement, de 18, 20, 25 heures, y compris dans des départements de sciences sociales, où on peut parfois monter jusqu'au master, et on n'a quasiment pas de contenu, bah, tout simplement comme on fait en ce moment, ensemble, à savoir essayer de comprendre cette méga machine et de poser des constats critiques et pourquoi pas d'essayer d'aller plus loin. Donc, l'université est à la traîne ou elle n'est pas à la traîne, ou elle est plutôt à l'avant-garde de aussi ce rouleau compresseur du récit, d'imposer, de faire en sorte qu'on ne peut pas ne pas penser et agir dans ce monde sans technologie. Et c'est vrai que, y compris via les enseignants, les programmes, moi je vois bien, tout est, enfin, et le Covid a été terrible de ce point de vue-là, avec la dite continuité pédagogique, hein, qui était vraiment aussi un mot de la novlangue, où on a numérisé l'université et pour la majorité du corps enseignant, du corps administratif a laissé passer. Et maintenant, on ne peut plus, moi je suis un des seuls, si ce n'est parfois le seul enseignant, à venir avec mes textes papier et ne pas diffuser de PowerPoint. Enfin, on en est là, vous voyez, alors on peut en rire, et je prétends pas être quelqu'un d'extraordinaire ou d'être un marginal. Enfin voilà, c'est juste ça dont on parle. Donc bon, ça. D'ailleurs, ça peut surprendre les étudiants, et en fait, plusieurs parfois me remercient juste parce que je leur laisse un document papier au lieu de les envoyer à consulter un PDF et de lire sur un écran. Bon, voilà, donc il faut, ouais, d'où on est, nous, en tout cas, au sein de l'université, on doit agir, mais bon, faut pas se mentir, il y a un rapport de force et on tombe bien encore sur la dimension politique vraiment de ces technologies, quoi. Merci, je suis solidaire de votre combat pour le papier. Et moi, personnellement, j'ai reçu des plaintes d'étudiants, de mes étudiants, parce que j'avais pas utilisé de PowerPoint, parce que Ouais, c'est ouais. Mm. complètement déboussolé. Euh, mais peut-être que j'aurais une question qui suivrait. C'est vrai que bon, quand on vous écoute, on a du mal à regarder l'ordinateur en face et on a plus très envie de l'utiliser, mais ça paraît euh, impossible aujourd'hui dans l'université, alors que j'en parlais encore avec un collègue qui lui a fait sa thèse dans les années 90 et qui disait que à l'époque,
il imprimait tous les articles, il avait des dossiers papier, et en fait, il avait fait sa thèse globalement sans ordinateur, en tout cas très peu, et quand on devait aller chercher un livre, on allait à la bibliothèque, etc. C'était quand même pas il y a si longtemps que ça, les années 90, et puis à l'époque, je crois qu'on se plaignait pas de vivre dans une intense frugalité non plus. Euh, et en fait, la question que je vous poserais, c'est comment est-ce que vos présentations sont reçues dans le milieu universitaire par vos collègues? Bah, disons que, bon, pour être honnête, il n'y a pas, enfin, comment dire, disons que ceux qui devraient ou qui pourraient m'inviter m'invitent pas. Faut pas se mentir non plus. Je suis sollicité, mais voilà, comme je dis, par exemple, par des écoles d'informatique, d'ingénieurs, et finalement des laboratoires en sciences sociales, ça peut peut-être vous paraître étrange, mais ils sont pas si nombreux. Donc ça, c'est un fait. Et quand je discute avec des collègues, ne serait-ce que sur les contenus d'enseignement, je vois bien que voilà, c'est considéré comme pas un non-sujet, mais c'est pas la priorité. C'est-à-dire que, par exemple, en sociologie, eh bien, il faut parler de sociologie du travail, de sociologie du genre, de sociologie de je ne sais quoi, et finalement, la sociologie du numérique ou de la technocritique, tout ça, ça n'existe pas ou très peu. Donc, d'une part, il y a une forme Après, je ne suis pas là pour me poser en victime, mais en tout cas, il y a un rapport de force. Et c'est vrai que je ne suis pas toujours le bienvenu quoi, pour parler de ça. Donc, tout simplement, on ne m'invite pas. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, finalement, c'est aussi pour ça que, bon, déjà, naturellement, j'aime ça, mais de faire sortir le discours aussi des murs de l'université, parce que sinon, je sais très bien que ça ne peut pas venir seulement, uniquement, ou peut-être pas du tout, je sais pas. Et c'est pour ça que j'interviens avec d'autres institutions alors aussi universitaires, mais autres, mais de formation, aussi dans des établissements scolaires. J'aime beaucoup m'adresser à des lycéens, par exemple. Et puis, bon, là, avec le livre aussi, des milieux plus humanitaires, des ONG associatifs, également militants politiques, mais pas que. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il faut, au bout d'un moment, quand on voit que ça freine et que ça bloque, faut aussi aller en discuter ailleurs. Par contre, j'ai beaucoup de sollicitations à l'extérieur de l'université, ce qui est quand même ce qui est assez intéressant. Bon, voilà. Donc, on est encore loin du compte, mais je pense que voilà, s'il y a encore des lieux du contradictoire, du débat, de la nuance, je pense qu'il est quand même possible d'imposer, parce qu'on est aussi là pour ça, je pense, un narratif autre que celui dominant, quoi. Mais bon, ouais. Sophia? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Super. D'abord, merci beaucoup pour ce partage. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper émouvant, puis ça m'a complètement fessé. Donc, ça m'a pris un peu de temps pour essayer de réfléchir à une question, parce que je pense que je ne dois pas être la seule, mais c'est comme c'est beaucoup de choses à prendre. Puis il y a plusieurs sujets sur lesquels que je ne connaissais pas encore. En fait, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'aimerais revenir peut-être à un petit point, c'est peut-être un détail un peu dans ce que vous avez mentionné, mais je pense à un moment donné, vous avez parlé du fait que ces technologies participent à créer, à renforcer un clivage et puis qu'en final, on se retrouve comme dans un monde où on a de moins en moins de nuances. Et en fait, ça m'a un peu surpris parce que je me suis dit, ah ben, en fait, en ayant plus d'informations, plus accès à l'information, j'aurais plus eu tendance à penser que ça aurait l'effet inverse. Donc, je sais pas si vous avez un peu plus d'informations vis-à-vis de ce clivage. Comment que ça se fait que la technologie aurait pu participer à vraiment créer deux zones très distinctes et différentes à la place de comme avoir plus d'idées, plus de nuances. Je sais pas si... si, bien sûr, bah, c'est une question si très intéressante et qui, je pense, fait l'objet quand même de plusieurs recherches actuelles. À savoir cette dimension fortement idéologique qui est elle-même contenue, je dirais, dans le fonctionnement de ces plateformes et notamment dans les algorithmes.
Euh, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, depuis presque 7 8 ans, ou au moins 5 6 ans, quand on lit les différents rapports, et parfois des rapports qui sont des rapports parlementaires, donc c'est pas non plus des rapports d'auteurs technocritiques, ou ce sont des députés ou des sénateurs, sur comment des plateformes comme TikTok, comme Instagram, comme Facebook, etc., de par le fait de jouer sur de l'émotionnel, du sensationnel, du trash, du glauque, évidemment du sexuel, du violent, eh bien, capte l'attention. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est intrinsèque, finalement, le business model, le modèle sur lequel ces plateformes se font énormément d'argent. Et c'est pour ça, sans doute que, et c'est peut-être possible, mais voilà, des informaticiens se disent que, voilà, et beaucoup, moi je rencontre des informaticiens, ils disent qu'il faut se débarrasser des GAFAM, des big tech, et puis faut en développer d'autres. Bon, d'accord. Mais voilà, en tout cas, là, on a un nœud, c'est-à-dire que on a vraiment ces plateformes qui ont compris, malheureusement, que à travers le fonctionnement, la connaissance du cerveau, de la psyché humaine, des fragilités psychologiques qu'on a tous, eh bien, on aurait tendance plus à passer du temps ou à être agrippé devant des contenus, eh bien, qui vont plutôt générer de la violence, de la haine, et finalement aussi, ça c'est un aspect, et d'un autre côté, qui va aussi enfermer dans ce qu'on appelle des bulles algorithmiques, et finalement qui ont une dimension très identitaire. Et en fait, c'est ce type de médias, si je puis dire, enferment les gens dans des convictions, dans des micro-communautés, et jusqu'à s'opposer et ne plus accepter le contradictoire, le divergent, le différent. Et l'écran facilite aussi sans doute ça. Et donc on se retrouve avec des sortes de meutes virtuelles, comme disait la journaliste là, avec à coups de trucs trash, à imposer ses opinions, enfin, si tant est que ce soit des opinions, et à ne plus voilà, à ne plus être sur une logique de débat. Et donc là, on a vraiment un lien, je trouve, entre à la fois comment progressivement, mais assez rapidement, bah, cette économie numérique, cette économie de l'attention, quand on rentre un peu dans les structures, comment c'est fait. Et ce qui est terrible, ou ce qui est terrible ou cynique, c'est que ce sont aussi les pontes, les chefs, ou en tout cas les concepteurs de ces big tech qui nous expliquent. Alors bon, il y a eu un peu la vague des repentis de Facebook et autres, j'en ai cité un, mais ils vous expliquent parfaitement comment vraiment cette économie de l'attention est construite. Et là, on peut revenir aussi sur la responsabilité de l'université, de la recherche, même si c'est un pan et pas tous, mais des chercheurs de haut niveau, des neurologues, des neuroscientifiques, des spécialistes du cerveau, des psychologues, des spécialistes du marketing, de la publicité, qui, à l'image ou comme pour le tabac ou comme d'autres substances nocives, ont vraiment intégré ce fonctionnement un peu du cerveau, même si ça suffit pas, parce que ce serait une vision aussi très réductrice du cerveau, et plus généralement de l'être humain, mais comment en tout cas on peut tomber facilement vers cette compulsion à cliquer, ou à taper sur son clavier, et à s'énerver sur l'altérité sur l'autre. Donc c'est vrai que, je ne sais pas si je vous le formule bien, mais voilà, on a un calque presque entre une économie politique, une économie psychique, et des structures qui se révèlent totalement antidémocratiques, haineuses, et ça va aujourd'hui quand même jusqu'à faire gagner, ou en tout cas jouer énormément sur la victoire de certaines élections. Et là, on rentre quand même dans des débats. C'est là où les politiques, ou ce qu'on peut encore attendre de politique, devraient prendre le sujet très au sérieux. Enfin, on est quand même. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas si je vous réponds bien. Et puis, je pense que votre question, elle est très bonne, dans le sens où il faut que ça ouvre des problématiques en termes de recherche, et il faut sans doute creuser ces biais-là. Ouais. Je vois que leur fil, il est 10h30. Peut-être un bref passage par le chat et puis ensuite on va pouvoir conclure. Merci à Alexandre Bretel pour
pour votre commentaire, vous avez écrit: «J'utilise un Fairphone jusqu'à présent, ça fonctionne très bien». Donc voilà, c'est une recommandation par Alexandre Bretel, effectivement, que vous avez mentionné, donc, Fabien, dans votre présentation. Et une question de Nicodème Loemba, c'est quel livre d'Alain Deneau, s'il vous plaît? Quel livre d'Alain Deneau? Bah, il en a fait pas mal maintenant, hein, mais sur le sujet, moi notamment celui sur lequel je me suis appuyé, puis qui a été un peu à l'origine de nombreuses de ces complications, c'est Noir Canada. Et je crois que le sous-titre, c'est Pillage, corruption et criminalité en Afrique, qui expose très bien, même si c'était pas la thèse ou l'orientation principale de son livre, comment les multinationales minières, dans les années 94, 95, 96, 17, ont pris d'assaut, ont compris que l'Afrique, et notamment l'Afrique centrale, et notamment le Congo, était un peu le lieu identifié en termes de minerais, de par leur quantité, qualité, diversité, etc., pour justement faire un peu participer de cette éruption numérique et de faire en sorte que on trouve les métaux pour alimenter le secteur de la téléphonie mobile qui arrivait, les réseaux Internet. Hein, à l'époque, on parlait des autoroutes de l'information avec Monsieur Clinton et Gore. Bon, voilà, donc il y a ce livre qui est très bon et qui est bon, qui a été, qui l'a poussé, hein, dans une action en justice. Enfin, en tout cas, il s'est retrouvé avec deux multinationales qui sont Barrick Gold et Banro Corporation, je crois, pour nuisance, soi-disant, à leur image. Bon, voilà. Donc, il y a Noir Canada. Après, ça dépend sur les thèmes sur lesquels on se penche, parce qu'il a quand même une densité intellectuelle et théorique, et il est capable de pouvoir s'exprimer sur plusieurs sujets. Ce bouquin avait été un peu repris, d'ailleurs, c'était un peu un pied de nez, parce qu'en fait, au final, ce bouquin dont je parle, Noir Canada, il a été censuré. Enfin, on lui a obligé, lui et son éditeur, à ne plus l'éditer. Mais il l'a réédité sous un autre titre avec quelques compléments qui s'appelle Paradis sous terre. Voilà, je sais plus le sous-titre. Bon, il a des livres sur la criminalité fiscale. Bon, voilà, enfin, il suffit d'aller. Moi, je conseille aussi beaucoup, mais là, on est plus sur aussi la censure, le fonctionnement de l'économie. C'est l'économie de la haine, qui est quand même. Bon, il y a ça, il y a la médiocratie sur le terme gouvernance aussi, sur tout ce qui est termes managériaux, et comment on est envahi pour penser le monde à travers tous ces biais qui sont très orientés idéologiquement. Merci beaucoup pour les conseils bibliographiques et pour avoir répondu rapidement à ces questions-là. Donc, bon, il est 10h33. Je propose qu'on s'arrête ici. Vous pourrez retrouver la conférence de Fabien Lebrun prochainement sur la chaîne YouTube de l'Obvia, où elle rejoindra l'enregistrement de la conférence d'Aïna Rassoldier et l'enregistrement de la conférence d'Anne Bayo. Donc, merci beaucoup, Fabien. Merci à tous d'avoir participé à cette troisième séance de notre séminaire automnal sur la sobriété numérique. Merci beaucoup à Laura Maltais-Provençal pour le travail d'organisation. Je vous dis rendez-vous dans un mois pour la dernière séance de notre séminaire. Nous accueillerons Anne Passek, qui est professeure à Trent University en Ontario et Canada Research Chair in Media, Culture and Environment. Elle nous parlera du coût environnemental et informationnel de l'IA et de sa proposition de les penser ensemble comme des déchets, ce qu'elle appelle le AI Trash Problem. Ce sera le vendredi 11 décembre sur le même horaire qu'aujourd'hui. Ce sera en visioconférence et en anglais. Voilà. Merci encore à Merci à tous. vous pour l'invitation. Merci, merci bien. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci, Au au revoir. revoir.